Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du racisme parce que oui, le racisme a une histoire, ce n'est pas un sentiment universel qui a toujours existé dans toutes les sociétés humaines. Non, le racisme c'est un système de domination particulier qui est né au XVIIe siècle pour permettre les conquêtes coloniales européennes. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que le racisme existe depuis la nuit des temps? C'est parce qu'on confond trop souvent le racisme et la xénophobie, alors que ce sont des choses légèrement différentes, mais pour le comprendre, je dois vous expliquer l'histoire du racisme. Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue, je suis Sumboy, je fais de la vulgarisation d'histoire coloniale française et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre l'histoire du racisme. Alors vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout ce que je vais dire et c'est tant mieux. Faites-vous vos propres idées parce que je ne prétends pas être objectif, mais je vais vous donner toutes mes sources dans la description. Donc allez fouiller, écrivez-moi toutes vos critiques constructives dans les commentaires pour que cela puisse servir à tout le monde. Et si vous voulez soutenir mon travail financièrement, rendez-vous sur mon site histoirecrépue.fr. Merci encore et bonne vidéo. Pour commencer, il faut distinguer la xénophobie et le racisme. Ce sont deux choses très légèrement différentes. La xénophobie, c'est bien un sentiment universel présent dans toutes les cultures, à toutes les époques. En gros, c'est la peur, le rejet et l'hostilité envers ceux qu'on perçoit comme des étrangers. Par exemple, Philippe a les cheveux blonds, il déteste Marie et Yacine qui ont les cheveux roux. Ici, la xénophobie est basée sur la couleur des cheveux. On pourrait observer de la xénophobie entre des villages différents, des religions différentes. Bref, la xénophobie est souvent issue de l'ethnocentrisme, qui est le fait de se voir comme le centre du monde et de ne pas comprendre, voire de refuser les différences. Mais le fait que Philippe déteste les roux, ça n'affecte pas la vie de Marie et de Yacine. En gros, la xénophobie individuelle n'a presque aucun impact, sauf quand un pouvoir politique décide de l'exploiter. C'est l'instrumentalisation politique de la xénophobie. Imaginons un président du parti anti-roux qui alimente la haine contre les roux, qui désigne les roux comme des ennemis, qui met en place un système de discrimination basé sur le critère xénophobe de la couleur de cheveux. La xénophobie est organisée par le pouvoir politique, elle est systémique, elle est structurelle, puisqu'elle fait partie de l'ADN du pouvoir politique qui l'a mise en place. Mais attention, ce n'est pas encore du racisme. Le racisme, ce serait un système de discrimination basé sur le critère xénophobe de la race. Sauf que pendant longtemps dans l'histoire de l'humanité, le concept de race, il n'existait pas. Il va être inventé très récemment au XVIIe siècle pour permettre aux Européens de coloniser le reste du monde. Mais alors, comment fonctionnait la xénophobie avant l'apparition du racisme? Dans l'Antiquité, Hérodote notait que les Égyptiens appelaient barbares tous ceux qui n'ont pas la même langue qu'eux-mêmes. Pareil pour les Grecs qui qualifiaient de barbares ceux en dehors du cercle hellénique. Pour eux, barbare signifiait simplement étranger, sans cette connotation très péjorative et surtout sans idée de race. Mais ça n'empêchait pas les civilisations antiques d'avoir des systèmes xénophobes. À Rome, les esclaves étaient principalement des étrangers. Selon Henri Lévy-Bruhl, les citoyens romains toléraient l'esclavage plus facilement si l'esclave se présentait sous un aspect physiquement différent du national, si la distinction ethnique apparaissait à tous les yeux. Mais ce n'était pas encore du racisme. Les esclaves étaient souvent des prisonniers de guerre de diverses cultures, de diverses couleurs de peau, qui pouvaient ensuite être affranchis et intégrés dans la société romaine. On avance un peu au Moyen-Âge, la xénophobie va être très religieuse. La première croisade est organisée pour reconquérir Jérusalem et sauver les chrétiens d'Orient. Mais le conflit n'est toujours pas racial puisque les chrétiens d'Orient ont la même apparence physique que les musulmans. Et plus tard, lors de la Saint-Barthélemy, les catholiques de Paris vont massacrer entre 5000 et 10 000 protestants, toujours sur des bases religieuses, sans avoir conscience qu'ils sont tous blancs. Et si on sort en dehors de l'histoire occidentale, lors de la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes par exemple, les populations berbères, elles ont dû s'assimiler à un pouvoir xénophobe centré sur la religion et la langue, mais pas sur la race. En Chine, les Han ont imposé leur suprématie sur divers peuples sans notion de race. En Afrique, l'Empire Songhai n'a pas utilisé l'idée de race pour s'attaquer à l'Empire du Mali, et on peut continuer comme ça chez les Incas, chez les Kanaks. En Inde et dans les nations iroquoises, la xénophobie, elle existait, oui, mais elle n'était jamais basée sur la race parce qu'elle n'en avait pas besoin.
On doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Alors qui a besoin de racisme? Pour le comprendre, il faut revenir en Europe de l'Ouest au XVe siècle. C'est la fin de la Reconquista. Le christianisme radical des royaumes espagnols déclenche une véritable chasse aux païens et aux hérétiques. Les musulmans sont discriminés, mais aussi les juifs. Alors deux solutions, partir ou se convertir, et même ça ne va pas être suffisant. Et cela est devenu un danger encore plus grand pour la société chrétienne que le simple fait d'avoir des juifs dans les parages. C'est pourquoi l'Inquisition s'est développée. L'Inquisition s'est développée pour trouver des chrétiens qui pratiquaient secrètement le judaïsme. Ailleurs, l'Inquisition était chargée de poursuivre les hérétiques et les sectes. Dans la péninsule ibérique, elle sera chargée de traquer les convertis restés attachés au judaïsme. Nous connaissons tous l'Inquisition. Elle a créé une vaste bureaucratie dotée d'une foule d'archives dédiées à la recherche de la judaïsation de la population chrétienne espagnole. Nous sommes en 1478. Les prémices de l'antisémitisme sont posées. Je vais expliquer la transformation de l'antijudaïsme en antisémitisme dans une prochaine vidéo. Mais revenons à notre histoire car les Juifs ne vont pas être les seuls à expérimenter les débuts du racisme. Il est temps de parler de l'esclavage des Noirs. Remettons-nous dans le contexte. À l'époque, les Européens connaissent les Africains et les Asiatiques depuis longtemps. Leurs relations sont avant tout commerciales, ils ne se perçoivent pas encore comme la race blanche et ils n'ont pas encore l'ambition de soumettre tous les peuples du monde. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Suite à la chute de Constantinople, les Turcs ottomans ont pris le contrôle du Moyen-Orient, ce qui coupe la route aux chrétiens pour atteindre l'Asie. Pour les Portugais et les Espagnols, le prix du sucre et des denrées exotiques devient exorbitant. Ils ont deux options, gagner beaucoup d'argent ou bien atteindre l'Asie sans traverser le monde musulman. Alors les Portugais vont développer la navigation et essayer de contourner l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'ils rencontrent les royaumes africains avec qui ils pratiquent un commerce assez particulier. Ainsi, les Portugais achètent déjà des esclaves sur la côte du Gabon, voire plus au sud vers l'actuel Angola. Ils les revendent aux marchands d'Afrique de l'Ouest en échange de l'or qui est l'objet principal de leur convoitise dans la région. Il faut avoir en tête qu'à cette époque, les sociétés chrétiennes européennes, les sociétés musulmanes et les sociétés africaines pratiquent toutes l'esclavage. Alors pourquoi? Rappelez-vous que pendant longtemps, les sociétés n'utilisaient pas d'électricité, pas d'essence, pas de machine à vapeur. La seule énergie disponible, c'était les humains ou les animaux domestiqués. Dans ce contexte, plus votre société est grande et consomme de l'énergie, plus elle a besoin d'humains ou d'animaux domestiqués qui travaillent pour fournir cette énergie. Vous comprenez donc l'importance et le rôle des esclaves à cette époque. Pendant longtemps, les historiens ont différencié deux types d'esclavage. D'un côté, les sociétés à esclaves, où l'esclavage existe mais il n'est pas central dans le fonctionnement de la société. Les esclaves participent au travail professionnel et domestique, mais ils ne sont pas la force de travail principale. Et d'un autre côté, les sociétés esclavagistes, où l'esclavage est au cœur de l'économie et des relations sociales, et les esclaves composent la majorité de la population active. Tout le travail repose sur eux. Attention, cette différence, elle fait débat. Aujourd'hui, on a tendance à dire que toutes les sociétés sont esclavagistes. Je vous mets des sources si vous voulez approfondir la question. Mais pour cette vidéo, je vais quand même garder cette distinction puisqu'elle nous aidera à bien comprendre comment les Portugais vont révolutionner l'esclavage. Revenons donc en 1471. La société portugaise est une société à esclaves. Les esclaves vivent à Porto et ailleurs, mais ils ne sont pas très nombreux et surtout, ils ne sont pas tous africains. Et ça va changer en quelques années à cause d'une île qui s'appelle Sao Tomé. On l'a vu, les marins portugais gagnent de l'or en vendant des esclaves africains le long de la côte. Mais pour des raisons logistiques, ils enferment les captifs sur l'île de Sao Tomé le temps de les revendre. Et c'est là qu'ils vont faire une expérimentation très particulière. Le roi du Portugal a ordonné de trouver un moyen de produire plus de sucre. Et les marins vont avoir l'idée d'utiliser les esclaves stockés à Sao Tomé. Ils créent d'immenses plantations, des monocultures de canne à sucre, et ça marche. La production est phénoménale. La main-d'œuvre est constamment renouvelée par l'arrivée de nouveaux esclaves. Les Portugais viennent de trouver un cheat code inimaginable qui va devenir le modèle de la domination coloniale.
À leur arrivée en Abya-Yala, c'est le nom que donnent les indigènes à l'Amérique, les Portugais trouvent des civilisations complexes qu'ils vont très rapidement détruire. Et comme les lois de leur monde ne s'appliquent pas, ils se lancent dans un pillage impuni. Le Portugal et l'Espagne, qui étaient des pays pauvres, deviennent brutalement des centres de pouvoir où s'accumulent d'immenses richesses. Mais le pillage va avoir des conséquences. Sur l'île d'Hispaniola, l'actuelle Haïti, la population indigène passe de 2 millions à 0 en seulement 70 ans entre 1492 et 1540. C'est un véritable génocide. Pour continuer à extraire des richesses, les Européens ont besoin de main-d'œuvre et ils organisent la mise en esclavage des indigènes du continent sous couvert de lois chrétiennes. Sauf que les indigènes continuent à mourir. Alors pour remplacer cette main-d'œuvre perdue, les colons décident d'acheminer massivement des Africains en Amérique. On se retrouve donc avec un système inédit dans l'histoire de l'humanité. Les colons sont tous européens et travaillent pour enrichir leur royaume, et les esclaves sont tous africains ou indigènes, ils sont beaucoup plus nombreux, et donc ils se révoltent régulièrement et créent des communautés autonomes de marrons dans les forêts. On appelle ça les communautés marronnes. Pour les colons, le moment est décisif. Comment éviter de perdre le contrôle du Nouveau Monde et de ses richesses? Il leur faut un outil théorique, un outil pratique, et c'est dans ce contexte que les colons européens vont inventer les catégories de blancs et de nègres. Je vous recommande le livre d'Aurélia Michel intitulé « Un monde en nègre et blanc » qui raconte chaque étape de cette histoire très précisément. Et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours regarder la série documentaire Arte « Les routes de l'esclavage » qui va vous donner tous les détails de la manière dont les Européens vont utiliser le terme blanc et nègre pour créer une hiérarchie dans le système plantationnaire esclavagiste. Mais en vrai, les colons européens, ils sont de cultures, de royaumes et de langues différentes. Ils sont souvent même ennemis. La seule chose qui les rassemble, en fait, c'est le projet de pillage, la couleur de peau et la religion chrétienne. Et c'est dans la Bible qu'ils vont trouver l'argument miracle qui leur permet de justifier l'existence des Blancs et l'infériorité des Noirs. C'est la malédiction de Cham. En gros, après le déluge, Noé sort de l'arche avec sa famille, il plante une vigne, il boit pas mal de vin, et là, Cham, un de ses fils, le voit complètement bourré, à poil, et il va le dire à ses deux frères, Sem et Japhet. Et d'ailleurs, c'est Sem qui va donner la racine du mot sémite, mais on en parlera plus tard. Bref, Noé il se réveille, grosse gueule de bois, et il apprend que Cham l'a vu à poil et qu'il en a parlé. Alors il condamne Canaan, le fils de Cham, à être l'esclave des esclaves de ses frères, et il bénit Sem et Japhet. Mais justement, l'Église, elle va utiliser ce passage pour expliquer que les Noirs sont les descendants de Cham et de Canaan, et qu'ils sont donc condamnés de manière héréditaire à être les esclaves du reste de l'humanité. On n'est toujours pas exactement dans le racisme, mais on commence à en avoir tous les éléments. Une discrimination physique, une domination et une supériorité héréditaire, une justification religieuse, puisqu'à l'époque, la science n'était pas plus légitime que l'Église, et surtout, on a un projet d'exploitation coloniale. Et c'est seulement pour réussir l'exploitation coloniale que les Européens vont condenser tous ces arguments. À partir de là, le mot nègre va devenir synonyme d'esclave, et donc les pouvoirs coloniaux vont mettre en place des lois qui discriminent les Noirs en tant que catégorie. En France, c'est Colbert qui va préparer et publier le Code noir. Cet édit royal est un des premiers éléments de racisme systémique négrophobe. Ce code va encadrer légalement l'exploitation des Noirs. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. Les Blancs pourront donc acheter, déplacer, nourrir, tuer des Noirs légalement. Mais le code sert surtout à empêcher toute rébellion. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive. Article 16. Défendons aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys. En plus du code noir, le royaume met en place une police des Noirs accompagnée de milices qui sont des formations spontanées de colons blancs pour défendre leur territoire face aux esclaves révoltés. Les milices anti-révolte, c'est un phénomène qu'on retrouvera ensuite dans tous les contextes coloniaux. Mais pour que ce système fonctionne, il faut pouvoir clairement identifier les Noirs et les Blancs. Alors qu'est-ce qu'on fait des métis ? Pour fonctionner, le système esclavagiste colonial doit créer un monde hyper binaire, hyper manichéen, un monde ségrégué dans lequel les métis posent un sérieux problème.
Ils sont souvent issus du viol de femmes noires par des hommes blancs. Dans les premières années, ils naissent libres, on les appelle les libres de couleur. Mais pour éviter de créer trop de nuances dans la société, les autorités coloniales décident que les enfants métis vont hériter du statut d'esclave de leur mère. Un tas de lois vont être mises en place pour limiter la naissance des métis, mais aussi pour empêcher qu'ils concurrencent les blancs. Les libres sont des affranchis ou des descendants d'affranchis. À quelque distance qu'ils soient de leurs origines, ils conservent toujours la tâche de l'esclavage et sont déclarés incapables de toute fonction publique. Cette distinction rigoureusement distinguée, même après la liberté, est le principal lien de la subordination de l'esclave par l'opinion qui en résulte que sa couleur est vouée à la servitude et que rien ne peut le rendre égal à son maître. Ce racisme est un véritable choix politique, puisqu'on sait que les Noirs et les Blancs peuvent avoir des enfants et que les Métis sont des humains égaux comme les autres. Le bureau des colonies va artificiellement créer une ligne de couleur qui sert à protéger le pouvoir des Blancs dans une société où ils sont minoritaires. Sans cette ségrégation, les non-blancs prendraient naturellement le contrôle des colonies. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de xénophobie. Les Blancs commercent avec les royaumes africains depuis des années, ils savent très bien que les Noirs sont des humains comme eux. S'ils créent de toutes pièces le racisme, c'est uniquement pour faire tenir leur système d'exploitation coloniale. L'esclavage permet d'enrichir brutalement les sociétés européennes. Pour assurer le commerce et la traite, les Européens créent de grandes entreprises maritimes qui fonctionnent avec des actions et un système de bourse et d'assurance. La plus célèbre va être la Compagnie des Indes orientales, et c'est comme ça que va naître le capitalisme. Et toutes les populations restées en Europe, les Blancs d'Europe, ils vont vivre cette transformation. Des villes du bout du monde, comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, deviennent des villes du cœur du monde, et leur richesse ruisselle jusque dans les campagnes de l'ouest de la France. Partout, les bourgeois découvrent le sucre, le café, les patates, le latex, le tabac, le coton. Toutes les matières premières de la révolution industrielle sont accessibles grâce à l'exploitation coloniale raciste. L'Europe s'élève, mais elle commence à se poser des questions sur les origines de ces nouvelles richesses. Les observateurs revenus des colonies ont bien remarqué que les colons vivent dans la peur permanente du soulèvement des esclaves, une peur qui les pousse chaque jour à être plus cruels. Et d'ailleurs, ils finissent par perdre le contrôle en 1791 lorsque les nègres de Saint-Domingue s'organisent, se soulèvent et renversent le pouvoir colonial. Et remettez-vous dans le contexte de l'époque, Saint-Domingue c'était la colonie la plus rentable du royaume de France. La liberté des Noirs va traumatiser les colons de toute l'Europe. Pour éviter que cela se reproduise, ils ont compris qu'ils n'ont pas les moyens d'augmenter le niveau de cruauté. Ils vont donc opter progressivement pour l'abolition de la traite négrière, puis l'abolition de l'esclavage, mais attention, s'ils acceptent que les Noirs ne soient plus des esclaves, ça ne veut pas dire qu'ils veulent en finir avec le racisme. Au contraire, les colons viennent de trouver un nouvel argument pour démontrer l'infériorité des Noirs. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un argument religieux bancal, il s'agit d'un argument scientifique. Des études cherchent à montrer que l'humanité est divisée en races biologiques différentes. C'est la naissance du racisme scientifique qui va permettre aux Européens d'étendre leur système de domination à tout le reste de la planète. Mais cette histoire, je vous la raconte dans ma prochaine vidéo. Pour conclure, je vous fais un petit récapitulatif. On vient de voir que le racisme est une forme très particulière de xénophobie qui a été créée et utilisée par les puissances coloniales européennes pour justifier l'exploitation du monde et spécifiquement l'exploitation de différents peuples africains regroupés sous l'étiquette nègre. Alors attention, il y a un autre truc un peu technique à comprendre, c'est que la haine des personnes les plus noires, elle existe dans plein de contextes et dans plein de cultures différentes. En Inde par exemple, mais aussi au Moyen-Orient. Ce ne sont pas les Blancs qui l'inventent, seulement les Européens vont lui donner cette explication raciale. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'histoire de la négrophobie pour vous expliquer en quoi c'est un racisme qui fonctionne différemment de l'asiophobie ou de l'antisémitisme par exemple. Autre point important, les Blancs n'existent pas biologiquement. Pendant longtemps, les Italiens et les Irlandais n'ont pas eu le statut racial de Blanc, par exemple. En vrai, les Européens parlent des patois, ils ont des cultures très différentes, ils vont créer le concept de Blanc de manière artificielle pour consolider leur classe raciale dans le système raciste qu'ils sont en train de construire dans les colonies. Bref, le racisme n'est donc pas une idée bête qui sommeille dans chacun de nous. Le racisme, c'est vraiment un système de domination qui a été pensé
et diffusée par les élites européennes pour expliquer et maintenir leur politique coloniale. Cette manière de discriminer des groupes humains avec le critère de la race n'est pas apparue dans un autre contexte, car aucune autre culture humaine connue n'a réussi à mettre en place un projet d'exploitation coloniale d'une telle ampleur. Un des objectifs principaux du racisme, c'est de permettre aux Blancs d'exploiter les populations non blanches dans le monde. Il crée un système de classe raciale qui va complètement modifier la répartition du travail dans le monde. C'est ce qu'on appelle la suprématie blanche. Un autre but du racisme, c'est aussi de réprimer les révoltes dans un contexte où les Blancs sont une minorité. Mais toute la violence et la cruauté des esclavagistes ne va pas empêcher les esclavagisés de prendre le pouvoir et de fonder la première république noire en Haïti. Cette victoire noire, elle va écorner l'idée que Dieu est du côté des Blancs. En plus, beaucoup de Noirs se sont convertis au christianisme. Le vieux racisme à argumentation religieuse est de plus en plus bancal, alors pour ne pas perdre le contrôle des colonies, il faut muscler le racisme. Et ça tombe bien, grâce aux colonies, les Européens peuvent explorer le monde et faire des progrès scientifiques révolutionnaires. C'est donc la science coloniale qui va permettre de réinventer le racisme. Zoologie, ethnologie, botanique, raciologie. Mais je garde le suspense pour ma prochaine vidéo. Vous l'avez compris, mon but ici, ce n'est pas de vous faire de la morale. Mon but, c'est de chercher à expliquer comment et pourquoi le racisme est né. Je crois que c'est indispensable de savoir ce qu'est le racisme pour pouvoir imaginer un véritable anti-racisme. Bien entendu, le racisme n'est pas la seule domination xénophobe contre laquelle il faut lutter, mais c'est sans doute celle qui s'est répandue le plus largement car elle a été diffusée dans toutes les cultures en contact avec les empires coloniaux. En comparaison, la xénophobie qui permet aux Han de maintenir leur hégémonie en Chine est très mal connue et affecte très peu les cultures du reste du monde, alors que le racisme a un impact culturel et politique mondial. J'aime souvent faire la comparaison avec la peste. Il existe plusieurs formes de peste, elles sont toutes dangereuses, toutes mortelles, mais si on veut lutter efficacement contre elles, il faut savoir les différencier. La peste pulmonaire fonctionne et se transmet différemment de la peste noire. C'est un peu pareil pour les xénophobies. Connaître l'histoire et le fonctionnement de chaque xénophobie nous aidera à trouver le remède le plus adapté pour les éradiquer. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dites dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous trouverez toutes mes sources dans la description, mais vous pouvez ajouter vos sources pour que tout le monde puisse en apprendre davantage. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à compléter si vous avez des informations dont je n'ai pas parlé. Je ne prétends pas avoir résumé toute l'histoire du racisme, je me suis d'ailleurs focalisé sur la manière dont il a émergé, plutôt dans le contexte français, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de choses à creuser côté Hollande, Espagne, Portugal, Angleterre, autres. Mais ça, ce sera pour de prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir mon travail financièrement, rendez-vous sur mon site histoirecrépue.fr. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!